permettez, je voudrais vous dire combien je m'associe à tout ce qui nous arrive, à toutes ces perturbations, ô combien j'aurais voulu redécouvrir Schleuf, que j'avais vu en 80. À l'époque, je faisais mon service militaire. مرحبا بك في أي وقت. Avec les circonstances, donc je voudrais m'associer à la souffrance de tous ceux qui ont souffert et surtout qui souffrent. Et je voudrais m'associer aux vœux, Inch'Allah, de prompt rétablissement à tous les malades, qui qu'ils fussent et où qu'ils fussent. Et sinon, donc, pour l'invitation, je devais vous parler du rôle du médecin généraliste. Donc, que vous dire? Alors, je vais parler de médicaments au décours de ma présentation. Comme je vais parler de médicaments, vous savez que c'est à la mode, il faut décliner quelques liens d'intérêt. Bon, je fais de la recherche dans les domaines de médicaments que je vais vous parler. Donc, ok, je vais à des congrès comme tout le monde. Et puis, j'ai parfois une obligation de réserve eu égard à quelques expertises à la haute autorité de santé. Alors, ceci dit, voilà comment nous allons procéder. On va parler de maladie du foie. Donc, il va falloir reconnaître la maladie du foie, en estimer la gravité, en estimer la cause, et puis j'essaierai de dire deux mots. C'est plutôt pour susciter une discussion qu'autre chose, pour savoir qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de l'hépatite B, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui se passe, puisque c'est une maladie découverte depuis 1968 et qu'actuellement, il y a des tendances qui sont en train d'émerger, qui sont en train de bouger. Alors sur cette diapo, l'OMS reprend ces chiffres et vous voyez en orange que la mortalité d'origine hépatique est en train de monter, essentiellement à cause de l'hépatite B, de l'hépatite C. Et vous voyez descendre, la tuberculose se stabilise, le VIH diminue un petit peu, la malaria diminue un petit peu. Donc, vous risquez de rencontrer une hépatite virale B dans vos carrières, d'autant que la prévalence en Algérie, je parle sous le contrôle de monsieur le secrétaire de la SAGID, hein, donc notre Association nationale d'hépatogastroentérologie, qui se situe à environ 2,8-2 en séroprévalence antigène HBS. Alors, l'OMS, elle dit parfois des bonnes choses. Elle a décidé de prendre le taureau par les cornes et de proposer un plan de lutte contre les hépatites virales B et C. Et l'objectif, c'est qu'en 2030, il y ait une réduction de 90%, pardon, alors vous voyez là, aujourd'hui on est en 2020 à 30%, mais en 2030, on espère réduire de 90% les taux de nouvelles contaminations VHB, VHC. Et on estime aussi qu'il sera logique d'espérer une réduction de la morbidité, de la mortalité de 65% en 2030. Alors, pour ne rien vous cacher, la FEF a dit on va essayer de le faire, et même que concernant l'hépatite C, on sera au rendez-vous en 2025. Et puis donc, traiter, c'est éradiquer, c'est guérir, traiter, c'est recevoir des malades. Alors, nous sommes là en tant que médecins traitants, et donc on participe pratiquement à toutes les tâches, qu'il s'agisse de la prévention, qu'il s'agisse d'actions de dépistage, mais on intervient aussi dans les actions de prise en charge. Vous intervenez, vous êtes en première ligne par rapport à moi, vous intervenez face aux malades. Vous faites l'anamnèse, vous procédez aux antécédents, vous faites un examen clinique complet. Combien en hépato, l'examen clinique est important, même si la bonne hépatologie, ce n'est pas de regarder les transaminases, l'échographie abdominale, de regarder les biologies et de dire au revoir, tout va bien. Non, il faut faire un peu de clinique. Je vais essayer de vous ramener, de vous reprouver quelques évidences. Vous allez faire un diagnostic en voyant les indices de gravité, voir s'il y a une complication. Et puis, on verra tout à l'heure, j'ai retenu dans l'excellent exposé de notre ami le professeur Chabati que 29% des échecs avec des médicaments dits modernes et qu'une des grandes raisons, c'était le mauvais appareillage. Eh bien, la solution indiquée, c'est l'éducation thérapeutique pour montrer aux gens comment il faut utiliser leurs appareils, idem pour montrer aux gens comment il faut prendre leurs médicaments pour ne pas oublier des prises, c'est capital, on le verra, et respecter une bonne observance. Alors, les principes généraux, quand vous recevez un malade qui est jaune comme un coin, comme on dit, c'est évident, vous allez peut-être dire c'est un problème hépatique. Encore qu'il faille éliminer une hémolyse.
par une maladie. Mais bon, vous allez interroger votre malade, vous connaissez les facteurs de risque. Ça, c'est pour toutes les hépatopathies. Vous savez qu'il y a, il y a des facteurs qui exposent à une hépatite virale, d'autres à une hépatite toxique, la consommation d'alcool, est-ce qu'on n'a pas pris des champignons, est-ce qu'on est parti à l'étranger, et ainsi de suite, vous connaissez. Vous avez des astuces cliniciennes que vous maîtrisez mieux que moi. Douleur, fièvre ictère, vous regardez les voies biliaires. Vous palpez s'il y a une grosse vésicule, c'est un obstacle sur le bas cholédoque. D'accord? Si vous avez des myalgies, des arthralgies, un petit peu de fièvre, des courbatures, c'est probablement une hépatite virale. Vous savez aussi faire, ce n'est pas le même tableau, quand vous avez, il y a des notions qu'il faut connaître, une hépatite fulminante. Vous avez une épidémie, par exemple, d'hépatite A. Vous avez une hépatite fulminante, les gens qui auront mal, ce sont eux les plus graves. Vous leur tapez sur le côté du foie, si ils sursautent de douleur, ça veut dire qu'ils ont une atrophie hépatique et que la capsule de Glisson est ratatinée et ils ont mal et c'est eux qui risqueront de faire des formes graves et vous intervenez en différé parce que vous savez que la cholestase, la jaunisse va arriver quelques jours plus tard. Quand vous avez quelqu'un qui a une maladie chronique, on parle de chronic liver failure, c'est-à-dire une dysfonction chronique du foie sur laquelle va venir se rajouter une dysfonction aiguë. Prenons le cas de quelqu'un qui a une cirrhose alcoolique, c'est relativement fréquent en France. Quand il va se réalcooliser, il va faire une ACLF, Acute and Chronic Liver Failure, c'est-à-dire il va acutiser. C'est des notions qui sont importantes, on le verra ne serait-ce que sur les conséquences pour l'accès aux greffes, pour l'accès à la prise en charge. Il faut connaître les séquences cliniciennes et ça, il ne faut pas être grand clair. Vous le pratiquez mieux que moi dans vos cabinets respectifs et il ne faut pas griller les étapes, il faut être méthodique. Après, vous allez identifier les stades et les complications. Vous connaissez la maladie, c'est la maladie de la fibrose qui fait le lit à la cirrhose, sur laquelle se développe l'hypertension portale, l'insuffisance hépatocellulaire et vous saurez aisément reconnaître une acide. Encore que chez un sujet obèse qui souffrirait d'une NASH, ça ne va pas être facile de reconnaître la NASH et donc vous allez établir toute une démarche. Je voulais vous rappeler un petit peu quelques principes. Quand vous avez une hépatite aiguë, surtout virale, vous allez faire des IgM-VHA, des biologies VHB, dont je vais parler après, une PCR-VHC. Mais pour estimer la gravité, souvent les gens me disent, on m'appelle, des gens qui sont chevronnés, me disent, oulala, docteur, j'aimerais que vous preniez ce patient chez vous, il a des transaminases à 2000. Ces deux transaminases sont montées de 2000 à 2800. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est le TP, le taux de prothrombie, qu'on considère qu'il est un reflet de la fonction hépatocellulaire, bien entendu, chez quelqu'un qui ne prend pas d'antivitamine K. Lorsqu'il prend des antivitamines K, c'est le facteur 5. Mais sinon, grosso modo, quand vous avez un TP supérieur à 70%, sur une hépatite aiguë, on a encore, ou sur une ACLF, une acutisation, on a encore le temps de lire le journal, si on peut dire. Entre 50 et 70%, il faut songer à jeter le journal et à y aller. Et à moins de 50%, il y a une amputation. On parle d'hépatite fulminante et c'est grave et il faut se dépêcher. Il y a des sanctions derrière. Il y a des conséquences très importantes. Vous savez qu'il y a aussi, je vous en ai touché un mot sur la clinique, quand il y a un TP inférieur à 50% et qu'il y a une encéphalopathie, on parle d'hépatite fulminante. Ou on parle d'hépatite subfulminante quand le délai a été un peu plus long. Tout le monde sait qu'on définit la chronicité de façon arbitraire. Au-delà de 6 mois, quand il n'y a pas guérison, on parle d'hépatite chronique. Ça, ce sont des principes généraux qui s'appliquent à toutes les hépatites. Seulement, souvent, les hépatites, et notamment les hépatites chroniques, sont asymptomatiques. Et donc, vous avez par exemple dans l'hépatite C, 80% des gens sont asymptomatiques. Donc, vous allez vous retrouver en face d'une question, comment débrouiller, que faire, que demander, que prescrire. Vous avez une sérologie VHC positive, un ARN positif, qu'est-ce que vous faites? Il y a une façon d'achalander les examens, d'accord? Vous faites un examen clinique, une échographie, une prise de sang, votre coup d'œil clinique est très important avant d'envoyer dans l'étape d'en bas votre patient auprès du spécialiste qui lui va
proposer et procéder à une série d'examens plus sophistiqués les uns que les autres, qui relèvent purement de la spécialité, et faire actuellement, si nécessaire, même faire une biopsie de foie, en sachant que les biopsies de foie, je ne sais pas ce qu'en pense notre ami Karim, donc on fait de moins en moins de biopsies de foie parce qu'on a trouvé des méthodes non invasives qui sont plus rapides, un peu moins coûteuses et surtout plus agréables à faire. Et pratiquement, la nouvelle génération d'internes n'aime pas trop faire les biopsies de foie, alors que pour nous, c'était notre pain quotidien. Alors, au terme de ça, vous allez classer les principales causes d'hépatite chronique. Je ne veux pas vous infliger un inventaire, mais retenez grosso modo 4 causes. Les maladies virales, les maladies en rapport avec l'alimentation, les maladies auto-immunes et les maladies de surcharge. Quand vous avez ça dans la tête, ce schéma, c'est facile, c'est une tarte qu'on partage ou une galette qu'on partage en 4 et on regarde. En sachant que dans les maladies, les hépatites chroniques, c'est surtout les hépatites dites au virus hépatotrope, virus B et delta, n'oubliez pas le delta. Le virus C, et bien que peu fréquent. L'alcool, en France, ça reste une des étiologies majeures. L'alcool, c'est vraiment une drôle de maladie parce que sa prise en charge relève de plusieurs mécanismes sociaux qui sont très importants. Vous avez du mal à interdire l'alcool. Il y a des lobbies, c'est compliqué. À côté de ça, vous avez des maladies de surcharge. Classiquement, vous connaissez l'hémochromatose, bien que moins fréquente en Algérie, la maladie de Wilson qui est la surcharge en cuivre, et puis vous avez tout un cortège de maladies très fréquentes au Maghreb. J'ai beaucoup de gens qui viennent pour des avis, qui ont des cholangites biliaires primitives, on préfère ce terme à cirrhose biliaire primitive, cholangite sclérosante primitive et différents types d'hépatites auto-immunes. Donc, au terme de votre examen clinique, vous savez grosso modo si votre maladie est grave, vous savez à peu près dans quel contexte on se situe, et vous allez commencer à agir. Alors, je vous avais promis qu'il n'y aurait pas d'inventaire, donc on va se cibler sur la thématique des hépatites B. Alors, l'hépatite chronique virale B, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je crois qu'avant tout, vous ne pouvez pas combattre une maladie virale si vous ne connaissez pas le cycle de réplication de ce virus. Malheureusement, la récente actualité nous fait réfléchir à ça. Donc, sans vouloir vous embêter, vous avez de ce côté-là, alors je vais voir si vous me suivez avec, oui, j'ai une flèche. Donc, à l'entrée, le virus, donc c'est un hépatinavirus il rentre par un récepteur NTCP, qui est une taurine collate, dont on parle dans un petit moment. Il va émettre ça. Il va y avoir une formation du cccDNA, je vais insister, une étape de transcription, de traduction au niveau du réticulum, un ARN qui va le prendre en charge, synthétiser le double brin, compléter, produire des virions qui vont aller coloniser d'autres hépatocytes infectés, en sachant que les fameuses particules infectieuses, c'est les particules de Dahl. Ce sur lequel j'insiste, là j'en reparlera tout à l'heure, c'est les sites d'action. Donc l'interféron intervient en amont sur les natural killers. Les analogues du nucléoside jouent sur l'encapsidation et la transcriptase inverse. Et vous avez des nouveaux médicaments, notamment un inhibiteur d'entrée qui s'appelle le Mercludex, dont on parlera dans le delta. Et ce qu'il faut retenir, et ça c'est capital, quand vous avez une infection d'une cellule hépatique, dans le noyau, et je fais exprès de mettre le noyau à la fin, il y a une fraction de l'ADN. Vous m'entendez? J'entends un bruit. Il y a une fraction de l'ADN qui est synthétisée, archivée, stockée dans le noyau de la cellule du foie et qui va agir comme temple d'archives. C'est ce qui explique, c'est ce mini-chromosome qui est dit cccDNA. On peut dire en français l'ADN circulaire, l'ADN enroulé, super enroulé circulaire ou covalently closed circular DNA pour les anglophones. Donc, c'est à partir de là qu'on va garder une forme de chronicité de la maladie
ce qui n'existe pas, par exemple, dans l'hépatite C, et on parle d'éradication, et dans l'hépatite B, on va avoir du mal à parler d'éradication, et c'est ça dont je voulais vous entretenir. Donc, s'il vous plaît, s'il y a une chose à retenir, c'est que tout sujet qui a fait une hépatite B peut, même s'il est guéri, peut garder potentiellement une fraction d'un mini-chromosome viral dans son noyau et qui pourra ressurgir, comme on va le voir. Alors après, les réponses, beaucoup de choses. Je sais que vous savez beaucoup de choses sur les réponses innées et les réponses adaptatives. Je vous ai pris ici de ce côté. Vous avez le schéma, vous avez le schéma en sens inverse. Là, c'est ce qu'on avait détaillé. Et vous avez, dès que l'hépatocyte libère les capsides virales et les virions, ils vont être pris en charge par la réponse innée avec une activation, sécrétion des interférons alpha et bêta, activation des natural killers qui vont venir faciliter l'expression des lymphocytes à la surface des cellules effectrices, les macrophages, les cellules de Kupfer, les cellules dendritiques. Et là, on enclenche la réponse adaptative avec une liste des hépatocytes. On va cibler les hépatocytes et on va contrôler la réplication virale, tout comme les CD4, CD8 vont aller stimuler les lymphocytes producteurs d'anticorps et on va avoir une production d'anticorps anti-HBE, puis une production d'anticorps anti-HBS protecteurs. Ce qui veut dire que là aussi, c'est le deuxième point à retenir, on est protégé contre le virus B par deux types de mécanismes. Un mécanisme cellulaire qu'on sait mal explorer et un mécanisme humoral qu'on dose par les taux d'anticorps et c'est arbitraire. Vous qui travaillez à l'hôpital, on va exiger de vous d'avoir 100 unités pour être protecteur, alors que celui qui ne travaille pas à l'hôpital, on va exiger de lui 10 unités pour être protecteur. Donc, et ça c'est la diapo capitale, c'est une maladie immunomédiée, c'est-à-dire qu'elle résulte de l'équilibre entre le virus et le contrôle immunitaire de l'hôte. Je suis sûr que ça vous rappelle des discussions actuelles. Donc, par un mécanisme complexe où intervient l'âge de contamination, la quantité de virus et l'immunité, on peut aboutir vers une guérison. Quand on est contaminé à l'âge adulte, on a 90% de chances de guérir, 10% de malchance pour que ça fasse une maladie, mais guérison dans 90% parce que l'immunité est présente et vigilante et l'immunité innée et l'immunité active prennent le dessus et on a une guérison. Quand on est contaminé dans l'enfance ou avec une fragilité, on a une immunité défaillante, autant cellulaire que humorale, et donc le virus va passer vers l'infection chronique. Premier stade, on dit, il est antigène HBS, c'est un infecté chronique, antigène HBS positif. S'il vous plaît, depuis 2017, on ne dit plus porteur inactif, on ne dit plus porteur sain, on ne dit plus transmetteur. On dit infecté chronique antigène HBS positif qui peut, à ce moment-là, on parlera d'une infection chronique avec des lésions hépatiques. Donc ça, c'est relativement clair. À côté de ça, vous avez certains sujets, notamment des jeunes, qui sont dans la forme antigène HBE positif, qui ont un bilan hépatique normal et une forte charge virale. Autrement dit, ils sont très infectieux, mais ils n'ont pas de maladie. On appelle ça une immunotolérance. C'est comme une bicyclette, une roue de bicyclette que vous avez fait tourner. À un moment donné, elle s'arrête, mais qu'il y a un coup de vent d'un côté ou de l'autre, la charge virale va bouger ou la cytolyse va monter et ça va entraîner une perte de tolérance qui va nous conduire vers une infection chronique avec plus ou moins de lésions hépatiques. Alors, jusque-là, c'est simple. Vous avez bien compris cette étape. Sauf que cet épisode de réactivation, il peut aussi se voir chez quelqu'un qui est dit guéri, entre guillemets. Souvenez-vous de la fraction de cccDNA qui était contrôlée par l'immunité cellulaire ou humorale. Eh bien, quand on va dépléter le sujet qui va faire l'immunosuppression à la faveur d'une chimiothérapie importante, l'immunosuppression va entraîner une réactivation qui peut être parfois délétère parce qu'il y a un décalage entre le moment où vous mettez votre immunosuppresseur et le moment où vous allez avoir
sévère. بغات تدخل للسبور كشلي D'accord? Donc, j'ai quelques... تخدم خاطر بغا يحسها هو كي رسواتي بحال Alors, je ne sais pas si... تخدم كشلي. Alors, donc vous avez compris, on est protégé par son immunité. Vous pouvez très bien comprendre quand vous donnez du rituximab à quelqu'un. Vous lui prescrivez du rituximab pour une raison médicale, de médecine interne ou de rhumato. Vous êtes en train de lui dépléter les lymphocytes, qui sont les porteurs de l'immunité. Donc, c'est normal qu'il réactive en B. Donc, sinon, le rôle du médecin, alors, le médecin de famille, il doit faire le dépistage dans la famille, il doit s'intéresser à la famille. Et moi, quand on reçoit un malade dans le parcours du soin, je sais que vous adorez les discussions sur le parcours du soin. Dans le parcours du soin, chaque fois que je retourne un patient vers son médecin traitant, je lui mets une petite phrase là que vous avez devant vous. Tous les sujets vivants sous le même toit, les partenaires sexuels, doivent être dépistés et ou vaccinés parce que la maladie est transmissible. Donc, c'est vous qui assurez le dépistage au sein de la famille. Et donc, vous allez demander une recherche d'antigène HBS. L'antigène HBS, c'est l'antigène de surface. Il indique la présence d'une infection. L'anticorps anti-HBS, c'est les anticorps dirigés contre la surface. Ce sont les anticorps protecteurs. Et vous avez l'anti-HBC qui témoigne, corps, C-O-R-E, qui témoigne d'un contact préalable d'une infection antérieure qui est plus ou moins guérie. À côté de ça, c'est plus du domaine du spécialiste. Vous allez voir le statut antigène HBE et anticorps anti-HBE, qui est une première mode de verrou immunitaire, parce que pour guérir d'une hépatite B, il faut faire disparaître les virus et enclencher un verrou immunitaire et un double verrou immunitaire dans le système E et dans le système S. Pour me faire comprendre, c'est comme s'il y avait des envahisseurs dans une pièce ou des voleurs dans une pièce, il faut leur taper dessus, plus de voleurs, ensuite il faut fermer la fenêtre système E et la porte système S. Permettez-moi cette comparaison très triviale. Maintenant, vous êtes aussi responsable du dépistage dans toute la famille et vous n'allez pas oublier les mères et l'enfant. Alors, ce qui veut dire qu'il y a un risque de transmission de la mère vers l'enfant, c'est ce qui s'appelle la transmission périnatale. Et souvenez-vous, je vous avais dit, cette transmission, elle peut être plus sévère parce que comme le nouveau-né n'a pas d'immunité, dans 90% des cas, il va faire une forme chronique. Il n'aura aucun symptôme, mais vers 7-8 ans, il va commencer à faire des... Alors, de ce fait, certains pays, dont le nôtre, dont l'Algérie, dont la France, font une recherche de l'antigène HBS obligatoire au 6e mois de la grossesse. Bon, c'est obligatoire. Moi, j'ai plongé dans des dossiers. Il manque dans 10% des dossiers. Souvent, il est demandé en urgence. Donc, ça, c'est... Moi, j'ai refait pendant le Covid, j'ai regardé 1200 dossiers. Il manquait donc 14%. Alors, quand vous avez un antigène HBS positif, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre en charge la mère pour prévenir la transmission. Donc, la maman, vous allez vérifier le dépistage, les virus chroniques, le VHC, le VHD et le VIH. Vous allez faire votre enquête familiale, puisque c'est vous qui voyez la famille. Vous allez leur demander ce qu'on vient de voir tout à l'heure, un antigène HBS, un anti-HBS, un anti-HBC, et puis évaluer la maladie hépatique chez la maman. Ça se fait lors d'une consultation des pathologiques. Après, savoir, c'est bien. Agir, c'est mieux. Savoir bien agir, c'est encore mieux. Donc, lorsque la mère est antigène HBS positif, le nouveau-né, à la naissance, le plus tôt que possible, dans les 24-48 heures, au-delà, ça ne sert à rien, doit bénéficier d'une sérovaccination, c'est-à-dire qu'il doit avoir des immunoglobulines à 200 unités à J0 et un vaccin à J0 à un endroit différent qu'il faudra rappeler selon le schéma de vaccination national. Et donc, en Algérie, ça marche très bien. Les nouveau-nés sont vaccinés. La politique vaccinale VHB, vous savez, est peut-être plus sereine qu'en France, où il y a eu, vous savez que j'en profite pour dire que le vaccin hépatite B a un rapport bénéfice-risque très favorable. Il n'y a qu'en France où il y a eu ce débat
que certains qualifient un peu suranné, un peu dépassé. Mais c'est comme ça, chaque pays a ses critiques. En Angleterre, ils pensent que l'autisme est dû au vaccin ROR. C'est comme ça. Donc, il y a parfois, parce que probablement que les médecins, on ne sait pas bien communiquer. Alors, en règle générale, la sérovaccination du nouveau-né suffit pour réduire de 90%, pour protéger le nouveau-né dans 90% des cas. Sauf, et ça il faut le savoir, lorsque la mère a un antigène HBS positif et qu'elle a une charge virale élevée, il faut parfois aller vers un traitement antiviral en fin de grossesse pour baisser la charge virale de manière à rétablir l'efficacité totale de l'immunovaccinothérapie dont doit bénéficier le nouveau-né à la naissance. Donc, ça, c'était pour les mesures prophylactiques dans la famille. Donc, n'oubliez pas, moi j'avais fait à Orléans, on avait entre 1 à 17 personnes dans la famille. Je sais que les familles algériennes sont plus nombreuses, donc vous avez un travail un peu plus difficile. Ça mériterait d'être évalué, c'est des idées de travaux de recherche à certains de mes collègues. Alors après, le médecin, toujours, il a beaucoup de rôles, il est responsable du suivi du patient. Donc, ce qui doit dire qu'il s'intéresse à l'observance, à la compliance, à l'éducation thérapeutique et qu'il doit connaître les éléments pour rassurer son malade. Autrement dit, il doit savoir quel type de réponse présente son malade. Alors, je vous ai mis ici un petit schéma. Jusqu'à présent, nous ne savons obtenir que des virosuppressions. C'est-à-dire qu'avec tous les médicaments modernes, ils existent en Algérie, je le dis bien, ils existent en Algérie, Entecavir, Baraclude ou Tenofovir viréade, j'ai mis mes liens d'intérêt. Donc, on obtient une virémie négative, un antigène HBS positif et un cccDNA toujours présent. Ça, c'est la réponse exigeable, indispensable, c'est le SMIC depuis 2010, on va dire. À côté de ça, vous avez la médaille d'argent, c'est quand plus de virémie, donc la PCR est négative, l'antigène HBS est négatif, mais il reste encore un peu de cccDNA, ça s'appelle une guérison fonctionnelle. La médaille d'or, si on pouvait la donner, ça serait quand on pourra avoir plus de virus, plus d'antigène HBS réversible. Ça a été prouvé, biopsie à l'appui. Et puis, un truc très important, je l'ai mis en rouge pour attirer votre attention, quand vous guérissez, quand vous mettez en virosuppression un malade VHB, même s'il n'a plus de charge virale pendant 4-5 ans, il garde un risque CHC à plus forte raison s'il avait une cirrhose. Le risque est diminué, mais il existe. Donc, ce patient doit avoir une échographie abdominale tous les 6 mois dans le cadre de la surveillance. Autre point, par rapport, et ça j'en profite si je ne suis pas trop en retard, pour vous dire que j'entends beaucoup de choses sur les mutations, je voudrais vous parler des mutations virales. Voilà ici, c'est un travail de notre équipe, d'accord? Donc, vous avez les transaminases, et vous avez ici donc, les transaminases d'un côté en vert, la charge virale en log de l'autre côté, et vous avez donc un malade qui est traité par la muvudine. Au bout d'un moment, surtout s'il prend mal l'observance, s'il prend mal sa lamivudine, dans le domaine 180, leucine va être remplacée par une méthionine, puis une méthionine par une valine, dans la position de 104. Et qu'est-ce qui va se passer? Une résistance génotypique. C'est une mutation d'échappement. La mutation, c'est comme une serrure qui a trop travaillé et qui marche mal dans une porte, qui fait qu'on ferme mal. Ça coince. Et la conséquence de la mutation d'échappement, c'est qu'il y a une résistance phénotypique. Autrement dit, la relation dose-efficacité, il faudra mettre plus de médicaments pour avoir la même efficacité. C'est le constat d'échec et il faut changer vers un autre médicament parce que cette résistance génotypique va précéder le rebond virologique. Donc, ça va aller assez vite vers un échappement clinique qui va être traduit avec une aggravation et parfois dramatique, parce que ces chousses, après mutation, peuvent retrouver une virulence. Donc, démystifions le mot mutation. Tout virus a un potentiel mutation, et il y a un proverbe qui dit « pas de résistance, pas de multiplication virale égale pas de mutation ». Donc, choisissez des médicaments efficaces avec une haute barrière génétique de résistance. On pourra y revenir sous forme de questions.
Alors après, c'est un souhait. J'avais promis à mon ami, vous voyez bien, le docteur Tafat, que le médecin traitant, et vous tous vous le souhaitez, on partage ce souhait, doit bénéficier d'une solide formation actualisée dans un monde évolutif. Ce qui veut dire que le médecin traitant, eh ben, il doit connaître les recommandations nationales, et comme il fréquente les congrès, il doit comprendre à peu près ce qui se passe en recherche clinique. Donc, les recommandations nationales. Quand j'ai fait ces diapos, je ne savais pas que notre ami Layada était là, mais quand même, j'en profite pour le saluer. Je salue Nabil et toute l'équipe Berkane, Saadi et tout. Ben, vous voyez, il existe, je vous ai même mis le nom, je vous ai mis le site, elles sont très bien faites, il y a des recommandations nationales, donc tout médecin est censé lire les recommandations nationales. En dehors des recommandations nationales, que se passe-t-il en recherche clinique? Ben, on a cette problématique de traitement long cours. Et là, c'est de la clinique, vous savez ça mieux que moi. Vous suivez des malades pendant longtemps. En fait, quand on a une virosuppression, on va traiter 10 ans. Et le malade qui était jeune, bah, au bout de 10 ans, désolé pour lui, mais il a vieilli, et pour nous aussi, qui le suivons, il a vieilli un peu. Et comme il a vieilli, il commence à prendre de la comorbidité, et vous voyez, il va apparaître des insuffisances rénales, il va apparaître des ostéomalacies, des ostéoporoses, des fuites potassiques, des fuites d'oligo-éléments, parce que le filtre rénal s'abîme à éliminer. Tous les nucléosides sont éliminés par le rein, et donc on a besoin d'une stratégie d'arrêt. En 2020, actuellement, la question qui se pose dans le domaine de l'hépatite B, c'est comment arrêter les traitements et comment arriver vers la guérison fonctionnelle dont je vous ai parlé. Souvenez-vous de la médaille d'argent et comment s'approcher de la médaille d'or. Donc, c'est le poids des années. Il faut suivre les gens en utilisant des DFG. Et vous avez donc la meilleure façon, c'est de prendre des patients en virosuppression, de les inclure dans des études randomisées parallèles multicentriques où on comparerait l'intérêt de la poursuite du nucléosidique ou un inhibiteur d'assemblage de la capside ou une immunomodulation pour aboutir à une tentative d'arrêt. Autrement dit, il n'y a plus de voleurs dans la maison, il faut mettre un peu d'huile dans les portes et les fenêtres pour qu'elles se ferment un peu mieux. Voilà, on est à la recherche de stratégies d'arrêt. Et voyez ici, j'aurais pu vous mettre cette diapo d'emblée en guise de cycle. Vous voyez ici toutes les cibles qui sont dans un protocole dont vous allez tous entendre parler. HBVQ, c'est un programme international et il y a tous les cibles et on va essayer d'associer en plusieurs endroits comment activer, comment arriver à arrêter des traitements virus B en utilisant des inhibiteurs de capside. En fait, c'est arriver à produire des corpuscules, des virions vides, sans partie infestante, en mettant des inhibiteurs de capside. C'est un exemple. Vous avez ici un inhibiteur de capside. Regardez en vert comment il est efficace sur la charge virale. D'accord? Regardez, il y a des ARN interférents. C'est ce qui s'appelle les SI. RNA, c'est les Small Interferon ARN, et vous voyez ici qu'ils arrivent à faire baisser la charge virale. Vous voyez les bonnes combinaisons avec un inhibiteur de capside en marron, la dernière croix. Si vous associez un inhibiteur de capside, un nucléosidique, vous arrivez avec cet ARN injecté à avoir des bons résultats. Et je vais vous montrer un exemple. Voici cet extrait de la dernière ASLD de Boston. Donc, on prend 12 patients qui sont sous nucléosidiques, on leur fait pendant 12 semaines, ils continuent les nucléosides, on met un comprimé de 250 mg d'inhibiteur de capside et on leur fait une piqûre mensuelle d'ARN small interferon ARN et on arrive, vous voyez, à cette superbe courbe où vous avez un effondrement de l'antigène HBS chez un patient qui est virosupprimé. Donc, on est passé de la virosuppression à la réponse qu'on voulait, à savoir qu'il n'y a plus d'antigène HBS. On a encore quelques petites difficultés conceptuelles à pouvoir à aboutir à la suppression complète du CCC-DNA. Et voilà le traitement moderne par rapport à l'hépatite B. Vous avez mis un traitement qui fait baisser la charge virale en rouge, qui va pouvoir faire perdre l'antigène HBS. On a une stratégie antivirale. Il faut l'associer à une restauration immunitaire en combinaison des nucléosides, des inhibiteurs de capside, des
ARN interférents et aboutir vers des stratégies d'immunothérapie avec des TLR agonistes, avec des trucs de plus en